département de la fonction publique en tant que structure du gouvernement s'occupe principalement de la gestion de la carrière des fonctionnaires. Je voudrais préciser pour chaque organe qu'en ce qui concerne la commission permanente d'évaluation de dotation des emplois, il s'agit d'un organe qui s'occupe de la gestion principalement de la carrière de fonctionnaires. C'est cet organe-là qui procède à l'évaluation des besoins de chaque département ministériel, qui évalue les fonctionnaires pour leur avancement, qui procède à la dotation des emplois. En ce qui concerne la commission, le conseil médical, c'est un organe qui s'occupe de l'état mental, sanitaire de tous les fonctionnaires. J'avoue que ce conseil-là ne marche pas bien parce que sa composition avait accusé d'un retard à un moment donné. Il a fallu que nous soyons là pour que cet organe-là puisse être doté de cadres compétents. Les cadres qui sont là commencent à travailler. L'autre organe, c'est l'organe de discipline. C'est le conseil supérieur de discipline de la fonction publique. Cet organe-là, c'est un organe très important parce qu'il participe dans la moralisation de la vie publique en ce qui concerne la discipline des fonctionnaires, pour éviter qu'il y ait des cas de malversation, des cas d'indiscipline, des cas d'absence ou d'absence prolongée, chronique, injustifiée, pour ne pas qu'il y ait des cas de violation des dispositions statutaires. L'État reste et demeure le plus gros employeur de la République centrafricaine parce que nous avons, en dehors de militaires qui sont régis par un statut particulier, en dehors aussi de la police, la fonction publique gère au moins 16 900 fonctionnaires et agents de l'État. Cet effectif n'inclut pas les agents de basse classe, notamment les plantons, les chauffeurs, les maintenanciers et autres, qui ne paraissent pas sur les organigrammes de tous les départements ministériels. Lors de sa mission à Damara, le Premier ministre chef du gouvernement, Simplice Mathieu Sarandji, a annoncé qu'il y aurait l'intégration de 1500 centrafricaines et centrafricains dans la fonction publique. Au niveau du ministère de la fonction publique, nous avons mis en place un petit comité. Ce comité est chargé de recevoir les dossiers, les traiter, c'est-à-dire les classifier par rapport aux diplômes obtenus par les demandeurs d'emploi, les demandeurs à l'intégration, et émettre un avis qui va être transmis à la CPDE que j'avais défini le rôle tout à l'heure. Et la CPDE va mettre en place un projet d'arrêté d'intégration. Le projet d'arrêté d'intégration va circuler donc passant par la CEPRAC, qui est un cadre au niveau de la primature, et est visé aussi par la direction de contrôle financier pour qu'il y ait des effets financiers. Et c'est à la fin que le ministre de la fonction publique signe l'arrêté avant sa publication ou sa notification, parce qu'il s'agit d'un acte réglementaire individuel qui doit être notifié à chaque intéressé. Nous recherchons l'excellence, les aptitudes et les compétences. C'est pourquoi il est prévu que chaque département ministériel puisse rechercher ces qualités-là, les intègre dans une liste, et c'est la liste qui est transmise au ministère de la fonction publique pour traitement. C'est vrai, en dehors des demandeurs d'emploi ordinaires, il y a ce qu'on appelle les hors-statuts. Les hors-statuts, sont ceux-là qui, sans avoir été préalablement intégrés dans la fonction publique, sont nommés à des postes de responsabilité par les autorités compétentes. En dehors de ces hors-statuts, il y a des personnes qui ont été recrutées par des départements, par les chefs de département respectifs, et qui font des stages alors même que le statut général de la fonction publique n'a prévu de stage qu'après l'intégration, ce qu'on appelle le stage probatoire. Des stagiaires qui sont dans les administrations centrales, les administrations générales,
et qui font le stage, on devrait les appeler des stagiaires bénévoles. La loi a renvoyé à l'existence d'un texte réglementaire pour que on fixe le cadre juridique de stage bénévole. Malheureusement, ce cadre n'a jamais été fait depuis 1999 jusqu'à la date d'aujourd'hui. Mais néanmoins, les départements ministériels prennent en considération des stagiaires bénévoles sans qu'ils ne soient rémunérés. Et ce sont ceux-là qui font la plus grande partie du travail, ce sont ceux-là qui maintiennent les administrations, parce que les fonctionnaires, des fois, j'avoue qu'ils sont le plus souvent sortis, le plus souvent absents, le plus souvent, ils sont là, mais ils ne font pas le travail, ils laissent la charge de travail à la disposition de ces stagiaires. Il y a aussi les fonctionnaires qui sont intégrés, comme je l'avais précisé tout au début, intégrés, c'est-à-dire qui ont émis le vœu d'être intégrés dans la fonction publique, ont été recrutés, ont passé le stage probatoire et ont été titularisés. Ceux qui sont passés par l'ENAM, il faut d'abord un concours, ils sont admis au concours, ils passent 2 ou 3 ans sanctionnés par un diplôme, c'est le brevet du premier cycle, le brevet du deuxième cycle. Ils sont ceux-là qui sont des professionnels. On a le même cas aussi au niveau de l'agriculture, on a le même cas au niveau de l'enseignement, on a le même cas au niveau de la jeunesse et sport, même aussi au niveau du ministère des Arts. Il y a des concours, des formations qui se font comme ça. Et ce sont ceux-là qui sont priorisés lorsqu'il s'agit d'intégration. Mais par contre, en dehors de ces cas que je viens de citer, toute intégration à la fonction publique doit être précédée, doit se faire par voie de concours. Il faudrait que tout le monde passe par un concours, on sélectionne les méritants, les plus méritants, et on les intègre dans la fonction publique. Non, le problème c'est quoi? Le problème c'est que le caractère exceptionnel de cette intégration amène à ce que nous puissions intégrer le plus rapidement possible parce qu'il y a un besoin, il existe un besoin. Mais l'idéal serait d'observer la loi. Je souhaite que le travail que je suis en train de faire avec mes cadres puisse aboutir à l'intégration des Centrafricaines et des Centrafricains d'une manière exceptionnelle et que par la suite, nous revenions à ce que la loi a prescrit. Effectivement, le concours, ce dispositif de l'article 59 consistait à rechercher l'excellence, à rechercher la qualité, à donner de l'impulsion aux jeunes élèves à bien travailler, à bien fréquenter, à obtenir des parchemins réguliers, à éviter aussi les notes attribuées par complaisance et autres, et aussi à éviter les falsifications de diplômes. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, depuis 2007 jusqu'à la date d'aujourd'hui, il n'y a pas eu de concours à l'intégration et les derniers concours à l'intégration ont connu beaucoup de difficultés parce que certains stagiaires avaient refusé de compétir, d'autres avaient reçu l'aval des chefs de département respectifs pour dire votre catégorie ne devait pas se soumettre au concours parce que vous êtes privilégié, on doit vous intégrer directement et ça a amené beaucoup de problèmes. C'est pourquoi il y a eu suspension dans la réalisation de concours jusqu'à un certain temps. Le problème, c'est que la particularité de ce recrutement réside dans le fait que chaque département ministériel établit une liste, le fait accompagner de dossiers individuels au ministère de la fonction publique. Le ministre de la fonction publique prend sur lui de transmettre ces dossiers et la liste à la commission chargée de sélection des dossiers et la commission essaie de classifier le dossier. Donc, le ministre de la fonction publique reste dans les limites de ce que je viens de décrire. Après, la CP2 est saisie, la CP2 met en place un projet d'arrêté et le projet d'arrêté fait son circuit, reçoit les visas et revient vers le ministre qui le signe. Là, actuellement, les sollicitations pleuvent de partout. Mais en ce qui concerne le ministre de la fonction publique, lui aussi, comme tous les membres du gouvernement, n'a reçu qu'un quota. Il ne doit intégrer que dans la limite de quota qui lui a été attribué. Donc moi aussi, de mon côté, je dois établir une liste que je vais transmettre à ce comité de sélection et la procédure va être la même.
Donc, en ce qui me concerne, j'ai reçu un quota, je ne voudrais pas donner le chiffre ici, mais en tant que grand employeur, l'État, dans son ensemble, va recruter 1520 jeunes centrafricaines et centrafricains. Les techniciens, ceux qui ont des diplômes sortis de grandes écoles, ceux qui ont une qualité pour faire le travail, ceux qui ont la volonté, ceux qui ont le patriotisme dans le sang. Parce que il existe un nombre écrasant de demandeurs d'emploi, un nombre écrasant de personnes qui sont sorties issues des formations générales, un nombre écrasant des promotions sorties des écoles professionnelles, et la qualité doit être recherchée. C'est pourquoi chaque département ministériel a été instruit de faire le choix lui-même. Bien sûr, déjà nous avons prévu la création de la Caisse nationale de pension et de retraite. En ce qui concerne les fonctionnaires, ça va être la même structure que la Caisse nationale de sécurité sociale qui se trouve sur l'avenue Bouganda. C'est pour accorder de la dignité à ceux-là qui se sont donnés d'eux-mêmes pour que le pays puisse marcher pendant un certain temps, pendant leur jeunesse, ceux qui ont travaillé et qui ont un tel âge pour faire valoir leur droit à la retraite. Le terme « faire valoir ce droit à la retraite », déjà, ça contient son pesant d'or, ça contient toute la notion de dignité pour le fonctionnaire qui est admis à faire valoir ses droits à la retraite. En ce qui concerne ceux qui continuent de travailler, il y a eu la bancarisation. Tous les fonctionnaires devaient aller à la banque. Malheureusement, nous n'avons que peu de banques commerciales sur la place. En dehors de la rareté de banques commerciales de la place, dans lesquelles les traitements de salaire des fonctionnaires sont virés, il y a aussi les difficultés liées à l'absence de structures bancaires dans l'arrière-pays. Les fonctionnaires qui auraient pu rester là où ils sont affectés, où ils travaillent, percevoir leur salaire et continuer de travailler, sont obligés, deux fois à volonté, de descendre sur Bangui parce qu'ils trouvent qu'il n'y a pas de moyen de se faire payer là où ils travaillent et viennent rester à Bangui parce qu'ils doivent se faire payer par les banques dans lesquelles leurs traitements et salaires ont été virés. Donc c'est une préoccupation. L'État a pris cela en charge. C'est pourquoi le projet du ministère de la Télécommunication de réhabiliter 20 bureaux de poste dans les provinces permettra de réguler cette situation afin que les fonctionnaires puissent percevoir là où il y aura des bureaux de poste. Parce que dans la prévision, les bureaux de poste doivent servir de transfert de fonds de Bangui vers les différentes provinces et que les fonctionnaires il peut s'agir de régions, il peut s'agir des préfectures. Vous savez tout comme moi que la RCA contient 16 préfectures. S'il y a 20 bureaux de poste dans l'arrière-pays, c'est-à-dire qu'il y aura plus de bureaux de poste que le nombre de préfectures qui existent déjà. Et donc, il y aura certaines sous-préfectures, notamment là où il y a affluence d'activités économiques, qui vont être préférées, recevront en-delà de bureaux de poste de la préfecture. Des sous-préfectures seront dotées de bureaux de poste et dans ces bureaux de poste, des opérations bancaires seront effectuées. Ça va contribuer à maintenir les fonctionnaires et agents de l'État sur place, percevoir leur salaire et continuer de travailler. Effectivement, nous avons des difficultés à ce niveau-là. Le problème, c'est que lorsque le fonctionnaire quitte le lieu de travail, c'est-à-dire qu'il ne travaille pas. Et ne travaillant pas, il attend à Bangui un nouveau mois de salaire pour percevoir. Il a commis une infraction parce que le salaire est la contrepartie du travail fourni. Ceux qui sont dans le quartier parce qu'ils ont perdu leur poste de responsabilité, les nominations relèvent du pouvoir de compétence de ceux des chefs de département dans le cadre de la mise en œuvre des organigrammes. Si un chef de département estime qu'il doit remplacer telle par telle autre personne, mais la personne qui a été remplacée n'en demeure pas moins fonctionnaire.
il doit continuer à travailler. Pourquoi aller rester à la maison? Parce qu'on a perdu son poste, parce qu'on n'est plus responsabilisé. Ça, c'est un phénomène qui doit trouver sa réponse lors de la mise en œuvre de l'atelier appelé Journée porte ouverte sur la fonction publique, parce que nous devons rechercher les solutions à ces mots-là pour que nous puissions plus connaître de ça. En termes d'optimisation des activités de la fonction publique, je pense qu'il y a lieu que chacun des Centrafricains, chacune des Centrafricaines prenne conscience qu'il n'y a que lui qui puisse travailler pour le relèvement de son pays, dans le domaine qui est le sien. Bon, nous avons déjà la réforme de texte. Le texte organique sur la fonction publique, le texte, nous avons déjà une difficulté, hein, j'ose parler en ces termes-là, par rapport à la multiplicité des textes prévoyant le statut général de la fonction publique. Il y a eu une ordonnance en 1993 qui a été modifiée par une loi de 1999 et une autre loi est venue, la dernière en 2009, qui, en disposition générale finale, a abrogé toutes les dispositions antérieures contraires. Nous nous trouvons dans une situation où la loi qui avait un décret d'application, c'est-à-dire la loi de 1999, si elle n'existe pas par l'effet d'abrogation de la loi de 2009, nous n'avons pas de loi applicable en ce qui concerne la fonction publique actuellement. Ça crée un vide juridique ou bien une insécurité juridique. La priorité pour le ministre de la fonction publique que je suis, c'est de tout mettre en œuvre pour que nous puissions avoir un seul texte assorti d'un décret d'application, le décret d'application qui devrait prendre en compte les aspirations des fonctionnaires et agents de l'État, poser le problème clair en termes de traitement des salaires, les hiérarchisations, la catégorisation de la fonction publique. Ça, c'est la grande des priorités pour les priorités que j'ai devant moi. La deuxième priorité, c'est la moralisation de la fonction publique centrafricaine à travers ceux qui y travaillent. Les infractions, l'indiscipline, la résilience et autres sont pour la plupart des motifs, des causes de la faiblesse des recettes de notre État. Donc il va falloir que le ministre de la fonction publique puisse mettre un accent particulier sur le bon fonctionnement du conseil de discipline de la fonction publique. En plus de cela, il faudrait que nous ayons le fonctionnement normal de la girafe. C'est un dispositif pour la gestion informatique des revenus, des salaires des fonctionnaires et agents de l'État. Ce dispositif est logé au niveau de la Direction générale de la fonction publique, travaille en collaboration avec le ministère des Finances, le service de solde et l'ONI, donc l'Office national de l'informatique. Il faudrait que ce travail-là se fasse le mois de manière régulière, de sorte à ce que nous ayons une base normale, une base claire de l'effectif du personnel, la base de salaire, la masse salariale maîtrisée, parce que la mission du ministère de la fonction publique est de rechercher la maîtrise de la masse salariale et le bon fonctionnement de l'administration. Voilà quelques grandes priorités que nous avons. Bon, le sujet sur lequel je voudrais revenir, c'est la question d'intégration. Aujourd'hui, à la radio, j'apprends que le syndicat veut faire partie du comité de sélection. Le syndicat veut être impliqué dans le processus d'intégration alors qu'il s'agit d'une activité de pouvoir exécutif. Il ne s'agit pas d'une activité sociale. C'est-à-dire que cette intégration-là a des pendants. Si nous, syndicats, nous n'assistons pas, nous ne participons pas au processus de cette intégration-là, nous allons mettre nos adhérents dans la rue. Nous allons continuer encore à casser, nous allons continuer encore à provoquer la suspension de fonctionnement régulier de l'État. Nous allons continuer encore
à provoquer les baisses de recettes dans les administrations. Nous allons continuer encore à provoquer des pillages de notre pays. Nous allons encourager ceux-là, les ennemis de la paix, à tirer profit de cela, à nous traîner dans la boue, à nous tirer vers le bas. Alors que, prenant conscience de ce que nous sommes en train de sortir péniblement des périodes que j'avais évoquées tout au début de notre interview, nous devons changer de comportement, prendre acte de ce qui peut être fait par le gouvernement et continuer de le faire en tout patriotisme.